Bon, je vois que le micro est un micro des années gauliennes, hein. Donc on va essayer d'être aussi bon euh, que le grand Charles. Bon, moi donc c'est Frédéric Mortier, je suis du Maine-et-Loire. Longué-Jumelles, c'est une ville qui se trouve tout près de Saumur, exactement entre Angers et Tours, qui fait 7000 habitants. Et je suis élu depuis 3 mandats. J'ai succédé à Edmond Alfandiri, qui était ministre des Finances de 93 à 95 sous le gouvernement Balladur, pour ceux qui ont connu cette époque, et qui avait fait 7 mandats, lui. Donc on l'a un peu mis dehors à ce moment-là, et c'était déjà un petit exploit politique. J'ai été président de communauté de communes, je suis aujourd'hui vice-président d'agglomération, président de plusieurs syndicats évidemment, parce que quand on est maire d'une commune un peu importante de 7000 habitants, on a aussi quelques fonctions extérieures. Et mon parcours plus politique, c'est celui d'avoir commencé avec Philippe de Villiers, donc avec la Vendée, voilà, très longtemps, puisque j'ai fait trois candidatures d'élections législatives avec lui, avant de rejoindre Nicolas Dupont-Aignan, donc dans les années 2012-2013, à l'époque où il quitte les Républicains et où on a le sentiment, un peu tous, qu'il y a quelque chose qui va se passer et qu'on va réussir enfin quelque chose, nous les souverainistes. Bon, ça n'a pas été le cas. Nicolas nous a un peu tous déçus. Hein. Il y a eu beaucoup de casses, mais c'est le jeu de la politique et voilà. Donc aujourd'hui, je suis plus encarté, même si ça me démange un peu. Mais l'affaire, puisque c'est une affaire que je vais un peu vous raconter, je vais pas tout vous dire parce qu'il faut quand même lire le livre. Ce serait quand même pas drôle. M'empêche aujourd'hui de faire avancer mes pions politiques et mes pions professionnels tout court en fait. Hein. Donc je suis professeur d'économie. Sur Angers depuis 28 ans dans le même établissement, et j'ai également été directeur de collège et de lycée professionnel pour les orphelins d'Auteuil dans la Sarthe, donc des situations extrêmement difficiles pour ceux qui connaissent la fondation d'Auteuil, avec des jeunes gens on ne peut plus complexes, et beaucoup de mineurs isolés, mineurs immigrés isolés, qui m'étaient envoyés par le conseil départemental de la Sarthe à l'époque, conseil général, et que je devais un peu mettre en adéquation avec notre propre société française. J'ai reçu les palmes académiques de Luc Châtel en 2011 pour cet accueil des mineurs isolés, et du coup ça vient complètement en contradiction avec ce qui m'arrive évidemment. Donc voilà pour mon parcours un peu professionnel, et aujourd'hui je suis suspendu, donc depuis presque 2 ans, hein, puisque l'affaire a eu lieu en décembre 2021, je suis dans l'impossibilité absolue de retrouver un quelconque emploi, puisqu'évidemment les réseaux sociaux et les journalistes sont passés par là, et que de toute façon, quand vous tapez Frédéric Mortier sur Internet, vous pouvez tenter tous vos CV, tous vos entretiens d'embauche, vous n'avez plus aucune solution d'accès à l'emploi. C'est aussi simple que ça, et malheureusement ça coûte un peu cher, et je pense que je suis peut-être pas le premier, mais en tout cas il y en aura d'autres après moi, c'est évident. Alors on est en décembre 2021, on est en fin de journée, il y a 8 heures de cours, je suis dans une classe de bac pro sanitaire et social, pour faire simple. C'est une classe de 25 élèves à peu près, il y a 24 filles et un garçon. Je les connais peu, je les ai rencontrés à peu près 5 fois. Et ce garçon en l'occurrence, je ne sais même pas qu'il est musulman en fait. Voilà. Je démarre un cours sur le droit, et j'explique que le droit français est assis sur la judéo-chrétienté, et que historiquement c'est comme ça, et que nous sommes dans un établissement catholique, et qu'en l'occurrence ramené à une échelle de temps un peu inférieure, il y a encore 30 ou 40 ans, c'était pas moi qui étais en face d'eux, c'était plutôt un prêtre ou une sœur. Et le brouhaha s'installe. Alors moi je suis un enseignant plutôt proactif. Alors là j'ai une ancienne collègue qui est ici, qui habite pas très loin, qui habite la Suisse, mais qui me fait le plaisir d'être là ce soir et qui me connaît bien, puisqu'elle a été dans mes cours, donc elle sait comment je fonctionnais, avec beaucoup de débats, et surtout le maximum d'humour. Donc souvent second degré, voire troisième degré. Et les choses en 28 ans se sont toujours bien passées. J'ai pu passer 3000 élèves devant moi, beaucoup m'appellent encore, beaucoup ont réussi, et jusqu'ici je n'ai jamais pressenti une difficulté telle qu'elle m'arrive ce soir-là.
Donc ce cours démarre sur ce que je viens de vous dire. Il y a une élève qui m'interpelle et qui me dit mais la seule religion en France c'est la laïcité. Donc on ouvre un débat un peu plus large. Et puis au fond de la classe, une autre m'explique que son voisin, donc ce fameux jeune garçon, est musulman et que je ne dois pas parler de religion en classe. Et je lui explique que moi je suis un enseignant chrétien et j'ai choisi d'être dans le catholicisme, enfin dans l'école catholique parce que je suis un chrétien pratiquant. Et je lance à ce jeune, alors au second degré, et ça c'est pas ce qui est retenu par la justice aujourd'hui, ça c'est un problème, il va falloir que tu deviennes chrétien. Enfin, catholique exactement. Voilà ce que je lui dis. Donc on est au second degré, il se lève, il me bouscule, il veut sortir de classe, et là les choses s'enveniment un peu. Alors il faut comprendre que dans toute ma carrière, je n'ai jamais mis une seule sanction. Pas une colle, pas une sanction écrite, pas un seul élève n'est jamais sorti de ma classe. Et donc, je résiste en fait. Je résiste en me disant, c'est pas toi, jeune homme, qui va m'expliquer ce que je dois faire. Il me traite de raciste à 3 reprises, les choses s'enveniment un peu, il y a 3 jeunes qui viennent le récupérer. On atteint tant bien que mal la fin de classe et la sonnerie. C'est la dernière heure. Il s'en va, je lui demande de descendre chez la CPE et il rentre directement chez lui pour déposer plainte. Et le lendemain matin, je vous explique pas tout parce qu'il y a un peu plus de description, plus que ça de description dans le livre, mais le lendemain matin, vers midi, la CPE me laisse un message sur les réseaux intranet de l'établissement en me disant les parents ont déposé plainte. Et le lendemain ou le surlendemain, j'ai le commandant de police d'Angers qui m'appelle et qui me dit venez me voir, je dois vous entendre. Alors il y a toujours 2 possibilités, soit on vous entend, il y a un échange, il y a une décision qui est prise, soit c'est la garde à vue directe. Et j'ai un ami de longue jumelle qui est policier sur Angers, et juste avant que je parte de la maison, il m'appelle et il me dit, alors on est en plein hiver, on est au mois de décembre, prends des affaires très chaudes, parce que tu risques d'y passer un moment. Donc là, je commence un peu à paniquer, et effectivement, quand j'arrive devant le commandant de police, qui m'avait expliqué au téléphone qu'il ne savait pas encore ce que le procureur avait décidé, si c'était une garde à vue ou c'était une mise en examen, mais simple, je comprends rapidement, puisqu'il m'explique qu'en fait, lui, il est de gauche, et qu'il ne pense pas comme moi, que les choses vont pas bien se passer. Alors moi, j'ai aussi déposé plainte contre le jeune, puisque j'ai été bousculé dans mon cours et qu'il m'a traité de raciste. Donc je suis en plus à l'époque syndiqué CFTC, vous connaissez peut-être, et j'appelle le syndicat, surtout je lis une brochure et je me dis qu'il faut aussi que je porte plainte. Et en fait, le procureur m'explique que je porte plainte pour un contre-feu, et donc que c'est moi qui mens et que la parole du jeune compte plus que vous, et que vous allez passer 24 heures en garde à vue. Donc j'ai passé 24 heures au trou, au rez-de-chaussée. Alors c'est plus que le rez-de-chaussée, ce sont les caves. Alors sur Angers, alors là on est sur réfection actuellement. On est sur une planche de bois, ça sent extrêmement mauvais évidemment. Vous allez aux toilettes, c'est même pas des toilettes, on est à la turque. Voilà. C'est juste immonde en fait. C'est juste immonde et vous y passez toute la nuit. Et vous vous demandez bien ce que vous faites là. Vous êtes finalement un voyou, un délinquant. Et vous avez un peu de mal à réagir. Donc le lendemain matin, je suis réinterrogé, la veille 7h, le lendemain matin à nouveau, et vers 11h, je suis déféré au parquet. Et là, j'ai une jeune vice-procureure qui me reçoit et qui me dit tout ce que vous avez pu dire, de toute façon, ne compte pas en fait. Seule la parole du jeune compte. Et donc je vous envoie devant le juge des libertés, porte d'en face. Alors je suis accompagné de 3 policiers, parce qu'évidemment, je suis un homme dangereux, me dira le juge des libertés, sans lacets, sans ceinture, voilà. Et le juge des libertés m'explique qu'effectivement je suis un homme dangereux et que le procès arrivera bientôt. À moi de trouver un avocat, puisque moi la veille j'y vais sans avocat, je me dis que les choses naturellement vont bien se passer, qu'il n'y a pas de raison que les choses s'enveniment à ce point. Et je sors donc du parquet avec ces 3 policiers qui me laissent dans la rue. 5 minutes après, il fait très chaud et je ne suis plus dangereux. Voilà.
Le premier procès arrive, la première phase du procès arrive quelques mois plus tard. La maman du jeune, puisque le jeune est mineur à l'époque, la maman du jeune a 3 garçons. Le deuxième a son anniversaire le soir et elle explique au juge qui est devant moi que elle va devoir rentrer de bonne heure parce que c'est son anniversaire. Et le juge renvoie l'affaire 6 mois plus tard. Alors, bon, déjà vous n'êtes pas bien. Déjà vous vous demandez ce qui vous arrive, et là, votre avocat vous dit non, mais c'est possible, hein, c'est le juge qui a tout pouvoir, donc il fait un peu ce qu'il veut là-dessus. Et sur la deuxième convocation, je suis convoqué 6 jours avant, il aurait fallu 20 jours, donc mes avocats me disent vous y allez pas, on va vous représenter, et donc le juge n'a pas voulu juger, et donc le prochain procès arrive le 4 octobre, presque 2 ans après, le 4 octobre prochain. Sur la deuxième présentation, le père du jeune était présent et semble-t-il m'a cherché, hein, puisqu'il m'a traité de bâtard dans la cour, devant la cour. Et j'ai appris très récemment que ce jeune, en fait, était un jeune radicalisé désormais. Donc il avait un prisme particulier déjà. Voilà. Et qu'il avait quitté sa formation et qu'il avait un peu disparu de la circulation. Voilà. Alors, bon, quand on l'explique, ça paraît un peu incroyable, mais quand on le vit, c'est encore plus incroyable, en fait. Et donc j'ai un éditeur qui s'appelle Artege, qui m'appelle. Donc là, on est en décembre, hein, sur le début de l'affaire, qui m'appelle en janvier et qui me dit voilà, on a eu vent de votre affaire, il faut absolument écrire. Alors, je suis quasi en burn-out, je suis évidemment interdit d'enseignement, et je me dis que finalement, de prendre et à la fois du recul et à la fois de la hauteur sur ce qui s'est passé, ça peut être une bonne idée. Donc voilà, et donc ce livre arrive à peu près 1 an après, sachant que, évidemment, se portent partie civile les SOS Racisme, les associations antiracistes du coin, et là, vous y êtes pour un moment. Aujourd'hui, en frais d'avocat sans être jugé, je suis déjà à plus de 35 000 euros. Et je suis suspendu sans salaire. Voilà, donc c'est ça un peu la situation de quelqu'un qui essaie d'être sur sa bonne foi en fait, et qui est complètement laminé par la justice. Mais alors j'ai plusieurs avocats du coup, parce qu'il y a un avocat pour la partie administrative avec le rectorat, il y a un avocat sur la première affaire, et puis il y a une deuxième affaire, parce qu'il y a un jeune africain qui lui était sans papier et qui a profité de la situation pour dire mais moi aussi j'ai eu Monsieur Mortier en classe, et donc moi aussi j'ai été sujet à racisme de sa part. Et là aussi, sa parole compte plus que la mienne. Donc, évidemment, quand les affaires commencent à s'enchaîner, la police et le commandant, en l'occurrence, le procureur, évidemment, se disent il n'y a pas de fumée sans feu, donc forcément, ce monsieur Mortier est un homme dangereux et forcément, on va lui faire la peau, quoi. Alors, ça ne présage pas de ce que dira le juge, et j'espère être blanchi malgré tout au mois d'octobre, mais la conséquence, c'est que pour l'instant, je suis en stand-by depuis 2 ans et que plus personne ne veut me voir. Alors, j'ai la chance d'avoir une équipe municipale qui est de droite, franchement de droite, bon, pas de problème, qui a été largement renouvelée en 2020, et j'avais pris soin de la renouveler très à droite. Et donc j'ai pas de soucis, heureusement, sur ma municipalité. Mais si je suis pas maire aujourd'hui et si j'ai pas ma fonction d'élu, je suis sans salaire. Et pas de problème. Donc j'ai fait un référé au tribunal administratif cet été pour dire vous pouvez pas me laisser comme ça. Alors d'autant que sur le premier, lorsque je sors la première fois du juge des libertés, je suis sous contrôle judiciaire pour la France entière. C'est-à-dire que je ne peux pas enseigner en France entière. Et puis au moment du premier procès, qui n'a pas duré puisqu'il y a eu cet anniversaire du frère, le juge décide de lever le contrôle judiciaire partout en France, sauf dans l'établissement dans lequel je suis. Parce que le jeune est encore là, et parce que je dois pas rentrer en contact. Ce qui n'est pas complètement illogique dans la démarche. Et donc moi j'ai essayé de faire lever ce contrôle judiciaire, et pas question.
Et la réponse que l'on m'a donnée au mois de mars, puisque mon avocat s'est présenté pour moi au mois de mars, c'est la communauté éducative de l'établissement pourrait pâtir de votre situation. C'est-à-dire que le jeune est parti de l'établissement, il n'y a plus aucune raison aujourd'hui qu'il en soit sorti. Je devrais réintégrer. Et surtout, on m'empêche de muter dans un autre établissement. Parce que nous, dans l'Ouest, l'enseignement catholique, il y en a partout. C'est du 40-60 ou du 50-50 suivant les communes et les villes. Donc je pourrais muter un peu partout, mais aujourd'hui, on m'empêche complètement cette mutation. Donc, ni le chef d'établissement, parce qu'il y avait un chef d'établissement quand même, qui était en congé parce qu'il s'était fait opérer du genou, mais qui était en fait l'ancien directeur de collège de ma commune de Longueuil-Jumelles, pour lequel je recevais des familles qui se plaignaient de son action au sein du collège. Et ça, il ne l'a jamais supporté. Donc quand il est devenu mon directeur sur Angers, il a évidemment pris soin de me mettre ce qu'il fallait mettre. Donc il n'est pas intervenu, enfin, je pense qu'il est intervenu notamment avec une association qui accueille des jeunes immigrés, qui soutient d'ailleurs le deuxième, la fameuse Africain sans papier, qui le soutient. Ni l'enseignement catholique et la direction de CEDEN n'ont levé le petit doigt évidemment. Alors quant au rectorat et à l'administration française, alors c'est même pas la peine d'essayer. Donc là, avec l'avocat de l'administratif, enfin de la partie administrative, je demande d'ores et déjà à la condamnation de l'État sur ma situation. Donc il y aura un jugement qui arrivera, mais je n'en sais absolument rien. Donc je suis jugé en correctionnel le 4 octobre. Le tribunal administratif devrait suivre juste derrière et le rectorat aura son propre jugement. C'est-à-dire que, avant même que je puisse réintégrer quoi que ce soit, de toute façon, c'est quasiment impossible. Bon, pour tout vous dire, l'enseignement c'est quasiment terminé pour moi. Enfin, je ne me vois pas me retrouver devant des jeunes et reprendre mes propres formules, parfois un peu alambiquées, je l'avoue, mais avec ce que je suis, quoi, avec mes tripes, avec l'idée de faire du débat, avec l'idée d'être un peu dans des cours un peu sympas, n'est-ce pas, madame? Voilà, qui a beaucoup souffert de moi aussi. Voilà. J'ai les qualifications pour prendre une direction d'établissement, mais évidemment, c'est rideau. Il y avait un très gros établissement qui se monte au sud d'Annecy, près de Rumilly. Là, il y a un très gros établissement là qui vient de sortir de terre. Je ne sais pas si vous. Donc là, j'ai été reçu, enfin voilà, mon CV avait été pris, j'ai passé un premier entretien, on n'était plus que 2, et au second entretien, le directeur de César a débarqué pour me recevoir, et en fait, il m'a dit, mais vous avez écrit un livre là sur l'enseignement catholique aussi, on est un peu concerné, donc vous pouvez rentrer. J'avais juste fait en voiture les 800 km, voilà. Ils n'ont même pas eu le courage de m'appeler. Et donc voilà la situation. Donc je suis dans l'incapacité de rebondir en fait. Et c'est ça un peu mon seul problème. Les échéances municipales arrivent, puisque c'est 2026. Je ne sais pas si je me représente. Je suis à 3 mandats, c'est déjà beaucoup. J'ai un peu fait le tour, on a fait des belles choses. Je crois que la ville a pas mal évolué. Donc il me reste 24 mois pour trouver une solution, à la condition que le jugement se fasse et qu'il me blanchisse, parce qu'on peut aussi partir en appel. Je peux gagner en première instance et le procureur peut faire appel. D'ailleurs, il le fera, c'est sûr. Et je peux perdre et aussi faire appel, donc on repousse d'autant les échéances et moi ça me met largement en difficulté. Donc dans ce livre, voilà, je décortique un peu plus la situation et puis celle aussi de ma famille, parce qu'évidemment c'est compliqué, de mes amis, de ceux qui me soutiennent. J'ai eu beaucoup de soutien. D'ailleurs, lors du premier procès, le fait de requalifier mon contrôle judiciaire France à établissement, c'est-à-dire de limiter, d'éliminer le fait de limiter, enfin d'enlever une certaine limitation à l'idée d'enseigner, c'est parce que j'ai eu 80-90 témoignages d'élèves qui sont venus me soutenir, de parents d'élèves, de collègues. Alors de collègues, je devrais pas dire ça, parce qu'en fait il y en a que 2 qui sont, non, j'exagère, allez, 4. Qui m'ont soutenu. Tous les autres, on veut surtout pas faire de vagues, quoi. Et puis surtout, on fait attention à son propre poste. Hein. On sait que les enseignants sont des gens courageux par définition. Je me permets, voilà, je vous mets pas dans la boucle.
Il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions qui confirment les règles, évidemment. Donc voilà. Et puis j'ai essayé donc de traiter l'enseignement catholique qui pour moi a aujourd'hui complètement disparu. Enfin voilà. Le hors contrat, c'est pas pour rien que le hors contrat est en train de prendre une place importante en France, clairement. Alors il y a des directeurs de César qui font encore le job. Je suis d'accord avec vous. Et il y a encore des congrégations qui ont des établissements qui tiennent la route. Mais globalement, enfin en tout cas moi je parle de mon établissement sur Angers. Il n'y a plus aucune différence entre l'établissement catholique et l'établissement laïque, quoi. Aucune. Voilà. Et si je prends ma propre commune, collège privé, collège public, j'ai les deux, il n'y a pas non plus de différence. On aime plus ou moins les enseignants qui bougent un peu, donc on va plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre en fonction. Et quant aux écoles, puisque j'ai aussi école privée, école publique, c'est aussi fonction du directeur et des enseignants qui sont présents. Voilà, pendant 5-6 ans, ça se passe bien d'un côté, donc on y va, et puis pendant 5-6 ans suivants, on va de l'autre côté. Pourquoi pas, moi je suis pour la liberté d'enseignement et j'ai choisi d'être dans l'enseignement catholique pour cela aussi, donc très très bien, mais il n'y a plus de différence en fait, il n'y a plus vraiment de différence. Et puis j'évoque aussi ce problème des réseaux sociaux qui aujourd'hui me coûtent très très cher, mais qui sont en train d'abrutir complètement nos jeunes. Enfin, voilà, je crois que ça vous le voyez comme moi, et ce livre, il s'inscrit un peu dans ce qui se passe depuis quelques heures, avec la Baïa. Voilà. On a d'un côté un communautarisme qui grandit tout doucement mais sûrement, et puis tout doucement, ils vont y arriver. Voilà. Et puis de l'autre côté, on a des gens qui, alors à part nous ce soir ici dans cette salle, et puis quelques autres, mais qui n'ont pas du tout les tripes pour essayer de se battre, quoi. En tout cas, pas sur ces domaines-là. Voilà. Donc j'essaie d'évoquer un peu ça, à mon petit niveau, parce que c'est pas facile d'écrire, je suis pas prof de français. Je ne suis qu'un petit prof d'économie et donc tout je fais avec mes petits moyens. Et il se vend un peu malgré tout, puisqu'il provoque quand même chez les enseignants un peu de remous. Voilà. J'ai des enseignants qui m'appellent et qui me disent ouais, depuis toi quand même on fait vachement gaffe, quoi. Donc il y a une autocensure naturelle qui est en train de s'opérer. Et on pourrait revenir à l'époque du Covid où on avait les élèves par le biais d'Internet et ça suffisait largement. Et en gros, c'est ce qu'ils demandent aujourd'hui. Voilà. Puisque l'enseignant, par définition, dès lors qu'il va dire la mauvaise parole, il va être coupable de tous les maux et qu'on peut en plus le mettre devant les tribunaux en 2 coups de cuillère à peau. C'est ça qui est terrible. Et c'est ce que je dis et ce que je raconte. Il y a un tel décalage entre l'événement, qui est un non-événement en fait, entre la situation en classe, telle qu'elle se déroule, et le fait de se retrouver devant la justice en garde à vue, parce que donc j'ai eu une 2e garde à vue avec la 2e affaire, et on a voulu me mettre une 3e garde à vue derrière. Et là, j'ai simplement dit au commandant de police, lorsqu'il m'a appelé, donc ça c'était une année après, je suis en garde à vue, vous me récupérez avec une corde au cou dans mon bureau de maire. Et là, il a appelé le lieutenant de gendarmerie de ma commune en disant « Filez voir le maire parce qu'il est en train de faire une bêtise. » Et je lui ai dit « Oui, je vais la faire. Mais avant, je vais écrire. Je vais écrire aujourd'hui me harcèle. Et que c'est bien du harcèlement, en fait. Parce que je suis un mec de droite, il est évident que si je n'avais pas été maire à l'époque, peut-être je n'en serais pas là. Probablement, je n'en serais pas là parce que probablement que les médias, on a le Courrier de l'Ouest et l'Ouest France par chez nous dans l'Ouest de la France, ne se serait pas fait l'écho de tout ça, quoi. Ça a été la déferlante. Une fois que Ouest France s'est fait l'écho de ça, on a un Martiniquais à la tête des articles sur la justice là. J'ai eu le droit à tous les médias français, de France 3 au Figaro, à Libération, etc. Et tout le monde s'y est mis, quoi. Voilà, alors au début on essaie de se défendre en fait, puisqu'on a fait un peu de politique, donc on se dit on a le discours, donc on va pouvoir répondre à toutes les questions. Puis en fait sur un entretien d'1 heure au téléphone, ils vont vous retenir juste le petit passage qui va bien et vous rajouter en fait des éléments négatifs à votre dossier. Et donc c'est inextricable, c'est totalement inextricable. Je suis passé sur Boulevard Voltaire avant le 2e procès, et l'avocat donc de la défense a reproché à mes avocats présents ma présence sur un média d'extrême droite.
devant le juge. Alors évidemment, j'ai fait valeurs actuelles et tout ce qui va avec, je me suis pas gêné. Il y a que Sud Radio que j'ai pas fait dans le coin, mais sinon je suis passé partout et je n'hésite pas. Voilà, je crois qu'il faut pas avoir peur en fait. Beaucoup me disent mais vous pourriez avoir peur aujourd'hui. Malencontreusement, chez Ouest France, au premier entretien, la question m'a été posée de savoir si je me sentais Samuel Paty. Et ma réponse malheureuse, ça a été de dire « j'espère que non ». Et donc, le lendemain, dans le Ouest France, c'est peut-être, Monsieur Mortier se prend pour Samuel Paty ou pourrait être le fameux Samuel Paty. Alors que j'ai absolument pas dit ça. Mais c'est fait et c'est cuit quoi. Alors, les avocats étaient donc présents au deuxième procès et on m'a dit, parce que j'avais envoyé une adjointe pour voir un peu ce qui se passait, elle m'a dit, voilà, l'avocat avait ton bouquin entre les mains et il y avait des post-it partout. Et je pense que quand tu vas passer en procès, il va falloir que tu te justifies sur chaque page là. Et je pense qu'on va s'amuser un peu. Donc on boira une bonne bière pour commencer et puis on verra ce qui se passe. Voilà ce que je peux vous raconter. Alors il y a plein d'autres choses évidemment dans le livre. J'essaie d'être un peu exhaustif et de creuser un peu l'affaire, mais